Ici Satou. Quand je jouais, je n'arrivais presque jamais à utiliser les potions de récupération maximale. C'est sûrement à cause de cette fois où je les avais toutes utilisées sur le dernier boss, pour finalement me faire botter le derrière quand il s'est avéré qu'il avait une seconde phase. J'ai pas fini? Ouais. Tu es un combattant plutôt doué, non? Tu manques un peu de puissance d'attaque, mais tu compenses par une formidable perception spatiale. Shishituya, l'elfe samouraï, ou Shiya pour faire court, repoussait facilement l'épée courte et le bouclier de Tama tout en lui prodiguant ses conseils. Nous étions sur un terrain d'entraînement elfique près de la lisière de la forêt de Bolénan, à la frontière d'un territoire monstrueux. Cela faisait déjà environ 5 jours depuis les événements des bains publics. Depuis, les elfes nous formaient, mon groupe et moi, sur ce terrain d'entraînement. Aujourd'hui, nous faisions des matchs en tête-à-tête avec nos entraîneurs, mais la plupart du temps, nous nous entraînions simplement au combat. Nos adversaires, ces jours-là, étaient des mannequins elfiques construits par magie avec de l'herbe, de la boue, etc. Les jours où nous nous entraînions contre des monstres, le maître de chasse Ishiro Toya et moi allions sur le territoire des monstres, à l'extérieur de la forêt, et ramenions des ennemis. Sur ce territoire, les seules options étaient deux extrêmes. Les monstres étaient tous soit de niveau inférieur à 10, soit de niveau supérieur à 40. Prenez ceci, madame, bonne charge, mais soyez plus attentif à ce qui vous entoure. S'il y avait eu un piège dans l'herbe entre nous, vous seriez déjà pris. Pochi, qui tenait une épée à une main de ses deux petites mains, s'entraînait avec Portomea, la fille aux cheveux bouclés, ou mademoiselle Poa. Je mange des pièges au petit déjeuner, madame. Ne soyez pas bête, moins un point. Poa accentua sa réprimande d'un coup d'éventail en papier, l'une des dernières œuvres d'Arisa. N'êtes-vous pas vraiment idiote de me traiter d'idiote, madame? Oh, taisez-vous. Vous devez faire attention à ce que dit votre professeur. Si je vous dis de me donner votre steak haché, vous devez le faire, même si vous avez faim. À cette déclaration choquante, Pochi pâlit et les larmes aux yeux. Voyant cela, Poa se corrigea précipitamment. Désolé, je ne voulais pas dire ça pour le steak. Si c'était une boulette de riz, peut-être. D'accord, madame. Une boulette de riz ferait l'affaire, madame. J'imagine que les steaks hachés étaient très spéciaux pour Pochi. Elle peut utiliser la lame magique à son niveau. Prometteur. Yusek, un spriggan à la lance courte, et Gurgapoya, Guya, un elfe à la voix courte qui utilisait une lance hélicoïdale, furent impressionnés par les mouvements de Lisa. Nous venions de rencontrer Monsieur Yusek aujourd'hui, mais il était aussi habile à la lance que Guya et on disait qu'il était le plus fort des spriggans vivant dans la forêt de Bolénan. Lorsqu'il s'est présenté, il nous a même montré son astuce pour faire voler la lame magique de la pointe de sa courte lance. Je lui ai demandé de nous la montrer à nouveau, mais il m'a simplement dit de la voler. Facile à dire pour lui, vu qu'il n'a pas refait le tour depuis. C'était plutôt chouette, alors j'aimerais bien apprendre comment faire un jour. Combiné avec la magie, on ne peut pas arrêter un monstre qui charge avec un seul bouclier. Il faut utiliser sa magie en même temps et ne pas trop se soucier de préserver toute sa puissance magique. Ne lésinez pas sur le renforcement corporel. Conseil accepté. L'autre elfe du groupe, l'épéiste magicien Jimasarua, ou Jia, enseignait à Nana, avec le nain qui utilise un bouclier. Il était plutôt fort au niveau 38. Il s'avéra que Keryul était aussi l'oncle de Zajul, le forgeron amoureux que j'avais rencontré à Bolhar, la cité indépendante des nains. Aucun elfe n'était spécialisé dans les boucliers, alors Aya, qui avait beaucoup de relations, avait fait venir le nain du village de Farfadet où il étudiait. Mademoiselle Lulu, attention à ne pas plier les genoux. Oh oui, mademoiselle Néa. Enen, je n'y peux rien. Ils vont casser. Arisa, il faut être souple pour exceller en arts martiaux. Essaie d'être plus souple. Étonnamment, c'est Néa la cuisinière qui entraînait Lulu et Arisa. Malgré l'excellence magique des elfes, rares étaient ceux qui savaient utiliser la magie spatiale, et tous étaient en déplacement professionnel avec la haute elfe Ayelive, donc aucun ne pouvait entraîner Arisa. Mademoiselle Néa avait proposé d'enseigner l'autodéfense à Arisa et avait fini par impliquer Lulu. Le pistolet magique de Lulu et la magie spatiale d'Arisa, dépourvus de champ, n'étaient pas adaptés au combat rapproché avec des humanoïdes, ce qui s'avéra donc parfaitement adapté. Mia était partie avec sa mère au stade de pierre, où elle s'initiait à l'art de la magie spirituelle. Impressionnée par la commodité de la magie spirituelle, Arisa envisagea brièvement d'acquérir cette compétence, mais abandonna cette idée dès qu'elle constata qu'elle coûtait encore plus de points de compétence que la magie spatiale. Maintenant, Satou, on commence aussi notre entraînement? Oui, monsieur. Ishiro Toya, l'elfe à la voix longue, était mon professeur. Soyocase de la brise. Soyocase de la brise. Soyocase de la brise. Oui, il m'entraînait à l'utilisation des champs. J'utilisais les parchemins comme une échappatoire pour augmenter le nombre de sorts de mon menu magique, mais je voulais quand même apprendre à utiliser la magie correctement. Les parchemins ne pouvaient être créés que pour les sorts jusqu'à la magie intermédiaire,
sans compter que je devais les demander personnellement à l'atelier de parchemin du vicomte Siemon. J'avais bien utilisé la magie devant Ichiro Toya pendant la partie de chasse l'autre jour, mais il avait supposé que c'était juste une compétence unique de héros, alors il n'avait pas commenté mon incapacité à utiliser les champs. Brise Soyokaz. Une légère brise me caressa la joue, mais ce n'était certainement pas moi qui en étais responsable. Doucement, c'était Goya, qui m'en voulait officiellement depuis que je l'avais battu à la chasse au bison. Goya, si tu veux te mettre en travers de mon chemin, rentre chez toi. Démonstration. Ichiro Toya fronça les sourcils en voyant l'air suffisant de Goya. Les réprimandes n'atténuèrent cependant pas son sourire narquois. Visiblement, il était content d'avoir trouvé un domaine où il pouvait me battre. J'étais intérieurement un peu irrité, mais j'utilisais mon talent de « poker face » pour détourner ses railleries avec l'attitude d'un adulte mûr. Ne te laisse pas abattre, Satou. Je ne suis pas particulièrement contrarié. J'écartai du mieux que je pus la consolation de mon professeur, Ichiro Toya. L'entraînement peut faire penser à travailler du matin au soir pour maîtriser quelque chose, mais la conception des elfes était un peu plus détendue, probablement parce qu'ils vivaient plus de 100 fois plus longtemps que les humains. Notre entraînement ne durait que quelques heures chaque après-midi. Il commençait par un cours magistral expliquant l'intérêt des exercices que nous allions faire, puis passait à des exercices plus pratiques, se concluant par une sorte de réunion de synthèse de la journée. Aujourd'hui, comme souvent, la réunion finale avait lieu dans les baignoires fumantes des bains publics. Satou. Avec un léger plouf, Mia s'est affalée à côté de moi, accompagnée de sa mère, Lilina Toa. Elle revenait tout juste d'un entraînement de magie spirituelle. Peut-être était-ce dû à son elfe, mais Lilina Toa n'avait définitivement pas l'air d'une femme ayant déjà accouché. Après les avoir salués, j'ai repris ma conversation avec Ichiro Toya. Tiens, il a fallu plus de 30 ans à Goya pour pouvoir chanter correctement. C'est un sacré bout de temps. J'étais surprise qu'il ait tenu bon pendant 30 ans, honnêtement. Savoir que ça adoucirait probablement le choc la prochaine fois qu'il se présenterait avec un sourire suffisant. Ouf, tu as enfin souri. Arisa leva les yeux vers moi, soulagée. Le bain est l'un des seuls moments où notre maître laisse transparaître ses émotions, vois-tu, ajouta-t-elle à Mia, parlant autour de moi. Compris. Comme nous avions pris l'habitude de prendre un bain ensemble après l'entraînement, j'ai expliqué la situation aux elfes et obtenu la permission de porter un peignoir. Cependant, aucun elfe n'en portait. Ichiro Toya m'a expliqué, nous, les elfes, sommes comme une grande famille, et nous ne désirons pas le sexe opposé aussi intensément que la plupart des autres races. Cela signifiait probablement que les elfes avaient un faible taux de reproduction, comme c'était souvent le cas dans les contes. S'ils se reproduisaient comme les humains, le monde serait déjà peuplé d'elfes. Je suis étonné que tu aies des enfants, alors. Eh bien, les elfes tombent amoureux. Si ces sentiments persistent pendant une centaine d'années, le mariage est généralement la prochaine étape. La réponse d'Ichiro Toya semblait passer à côté de la remarque d'Arisa. Mariage? On a vu un défilé de mariage dans la vieille capitale, monsieur. Tama et Pochi, qui jouaient avec leurs serviettes dans l'eau, se redressèrent à la mention d'un mot familier. À quoi ressemblent les mariages elfiques? Ahaz, une bénédiction. Les deux elfes, à la voix brève, répondirent à la question d'Arisa. Bien sûr, leur signification était floue, alors nous avons demandé aux elfes les plus bavards de s'expliquer. Le couple prête serment de mariage dans l'arbre-monde, et Dame Ahaz leur confère une bénédiction. Puis, le couple déverse sa magie dans la pierre de l'arbre sacré qu'ils reçoivent et la nourrit de leur amour. Si je me souviens bien, la pierre de l'arbre sacré était aussi connue sous le nom de pierre philosophale, l'objet qui servait de base à la poudre qu'Aeolise m'avait fait utiliser au stade de la pierre. La pierre doit servir d'alliance ou de registre. Lorsqu'un couple est marié depuis 10 à 50 ans, la saison des amours entre généralement. Il est facile de savoir quand un enfant est conçu, car le porteur ressent un désir ardent pour la pierre de l'arbre sacré. On dit que si la mère boit de l'eau contenant de la poudre de pierre de l'arbre sacré pendant sa grossesse, l'enfant sera heureux et en bonne santé. Une pierre d'arbre sacré était fondamentalement un objet augmentant la magie, donc peut-être que les elfes avaient besoin de pouvoirs magiques pour développer un fœtus. À bien y penser, les kobolds que j'avais rencontrés dans la baronnie de Muno disaient qu'ils avaient eux aussi besoin de joyaux appelés cristaux bleus pour avoir des enfants. Peut-être était-ce pour des raisons similaires. De quoi parlez-vous? Je pense que Mia est peut-être un peu jeune pour ce genre d'éducation. Une belle femme blonde platine émergea de la vapeur, la haute elfe Aeolise. Difficile de ne pas être troublé en voyant le corps nu de quelqu'un qui correspondait parfaitement à mon type. Ahaz, c'est rare de vous voir au bain public, Dame Ahaz. Les mots des autres elfes entraient par une oreille et sortaient par l'autre. À ma grande honte, j'étais tellement fasciné par le corps d'excellence d'Aeolise que j'avais l'impression d'être retombé en flèche vers la puberté. Je ne pouvais même pas détacher mon regard, et encore moins formuler une salutation intelligente.
Et Ayelize, dont le visage rougit sous mon regard fixe, semblait dans le même état. Qu'est-ce qui se passe, Damaaz? Lua, la Miko, apparut derrière Ayelize, la regardant avec confusion. Ah, Mia, vite. Coupable. Je n'avais jamais ressenti autant de gratitude pour la dévotion du duo au mur de fer, et en même temps autant d'amertume. Les filles dissimulèrent Ayelize à ma vue. Pendant ce temps, elle plongea précipitamment son corps nu dans l'eau du bain. Merci, Arisa. HMPH. On ne devient jamais comme ça quand on nous voit nus. Impoli. Je laissais les filles en colère me gronder sans répliquer, puis demandai à Lulu d'apporter une robe pour Ayelize. Idéalement, j'aurais dû passer du prétendu bain des hommes à celui des femmes, mais un certain homme au garde à vous en bas m'empêchait de partir à ce moment-là. Au lieu de cela, j'allais devoir me débrouiller pour avoir une conversation tranquille jusqu'à ce que ma situation se calme. Je suis vraiment désolée de vous avoir regardé si grossièrement, dame Ayelize. Ayelize me fixa simplement, le visage à moitié sous l'eau. Était-ce mon imagination, ou ses yeux erraient-ils sur mes épaules et ma clavicule? Qu'est-ce qui vous prend, Damaaz? Vous vous comportez comme une jeune fille qui... Lua s'interrompit au milieu de sa phrase, ce qui poussa mademoiselle Jia, la voix courte, à la regarder avec inquiétude. Non, ce n'est rien. C'est impossible. MRRR. Le visage de Lua indiquait clairement que c'était quelque chose, mais elle ignora tout de même la conversation. Jia semblait toujours inquiète, mais elle n'insista pas davantage, probablement réticente à déranger Lua. Et la gêne persista pendant le reste de notre bref bain. Ah, un café au lait après le bain, c'est le meilleur. Arisa posa la main sur sa hanche et but une gorgée de lait au café avec extase. Heureusement, sa voix enjouée chassa toute gêne. Si les gens avaient des attributs de type, Arisa serait sans aucun doute light. Quoi qu'il en soit, son enthousiasme valait bien tout le travail fourni pour cette bouteille. Arisa, le lait normal est supérieur, je vous assure. Du lait aux fruits. Nana et Mia, vêtues seulement de serviettes enroulées autour d'elles, ont donné leur avis. J'ai deviné que Nana aimait simplement la jolie mascotte de vache que j'avais mise sur l'étiquette des bouteilles de lait normal. Des règles de gazéification? C'est tellement excitant, monsieur. Tama et Pochi, vêtus de pantalons de pyjama avec des pattes brodées et de débardeurs courts, buvaient bruyamment leurs bouteilles pour éviter de renverser l'eau gazeuse pétillante. Lulu portait un t-shirt et un short lorsqu'elle s'étirait dans un coin de la pièce, elle devait donc avoir prévu de s'hydrater plus tard. Elisa, toujours fanatique du bain, savourait encore son moment dans le bain. Délicieux. Mademoiselle Ayelize semblait ravie, debout devant le réfrigérateur vitré, sirotant un lait fruité. Pour une raison inconnue, sa voix était toujours claire comme du cristal, même dans les endroits les plus bruyants. C'était sans doute dû au plaisir que j'en avais. Cette boisson aux fruits jaune-orange est merveilleuse. Une de vos nouvelles créations, Néa? Non, Damaaz. Toutes ces boissons ont été préparées par Monsieur Satou. Il a aussi partagé les recettes, alors je peux vous les préparer quand vous voulez. C'est Satou qui a fait ça? La voix surprise d'Ayelize était teintée d'admiration. Pour une raison inconnue, j'en étais très fière. À bien y penser, les bains publics ont-ils toujours eu ce dispositif magique de conservation du froid? Satou l'a fait aussi pour nous. Les autres elfes répondirent à la question de Lua. Tu es tellement talentueuse, Satou. Pas du tout. J'ai juste trouvé par hasard une énorme pierre de glace dans la vieille capitale, alors. Les compliments sincères d'Ayelize me prirent tellement au dépourvu que je ne remarquais même pas la vague excuse que je leur avais présentée. Comme dans le bain, je me sentais étrange, comme si je revivais la puberté. Mais pour une raison inconnue, une partie de moi ne pouvait s'empêcher de penser que ce n'était pas grave. C'est une urgence. Danger. Arisa et Mia froncèrent les sourcils et se penchèrent l'une contre l'autre, l'air conspirateur, mais j'étais d'une si inexplicablement bonne humeur que cela ne me dérangea pas le moins du monde. Hamburgurg. Hurrah, monsieur. Le professeur Hamburg est toujours aussi formidable aujourd'hui, monsieur. Tama et Pochi dansèrent triomphalement en voyant ce qu'il y avait au dîner. Tous les membres des bains étaient réunis autour de la table de la cabane dans les arbres, ainsi que Néa et les autres elfes obsédés par la cuisine. J'apprenais à la mère de Mia et à Néa la recette du steak de hamburger au tofu. J'adore le steak de hamburger. Toute la cuisine de Monsieur Satou est délicieuse, vraiment. Ayelize et Lua, que j'avais invitées en partie pour m'excuser de l'incident des bains, semblaient elles aussi impressionnées par le plat. Si vous avez ce steak frit à la sauce soja, pourquoi s'embêter avec la salade de légumes? Allons, il faut manger équilibré, ai-je réprimandé Arisa en secouant la tête. J'avais préparé beaucoup de plats riches en protéines pour accompagner notre entraînement, mais je ne voulais pas vraiment transformer mon groupe en une bande de mastodontes musclés, alors j'ai quand même inclus d'autres ingrédients que de la viande. Le plat frit du jour était à base de viande de baleine, mais il y avait aussi un steak de loup roquette. La viande de buffle était délicieuse aussi, mais on s'en lasserait à force de manger la même viande. Cependant,
les elfes avaient quelques plaintes concernant les plats de viande de monstre sur la table. De la viande de monstre. Sans danger, les elfes avaient-ils une aversion pour la viande de monstre? C'est étrange. Mais Dame Aaz est là, alors tout devrait bien se passer, non? Même. Pas de miasmes. Les miasmes étaient ce que les démons collectaient pour ressusciter un seigneur démon, non? La chair de monstre contient-elle des miasmes? C'est ça. Mais comme le miasme est faible face à la divinité et à la puissante lumière spirituelle, il est purifié par le simple fait d'être près de Dame Aaz, donc il n'y a aucun mal, répondit Ishirotoya. Alors, si Mademoiselle Aeolise n'était pas là, cela pourrait être dangereux? Mais nous en mangions tout le temps, et beaucoup de gens de la baronnie Munno en mangeaient aussi maintenant. La viande des monstres faibles ne pose aucun problème. De plus, votre lumière spirituelle est encore plus forte que celle de Dame Aaz, donc si la viande était transformée près de vous, le miasme se disperserait au point de devenir inoffensif. Ishirotoya expliqua ensuite qu'en utilisant un objet comme le pot du chaos ou l'urne de malice que la secte des ailes de la liberté, vénérant le seigneur démon, utilisait pour collecter les miasmes, on pouvait purger la viande de miasmes même sans moi. Peut-être que l'augmentation des statistiques due à la consommation de viande de baleine frite était due aux miasmes résiduels. Non pas que j'avais l'intention de manger de la viande de monstre remplie de miasmes pour vérifier cette théorie. Quoi qu'il en soit, ce problème résolu, nous avons commencé à manger. Satou, c'est bizarre. Mia, qui mangeait un steak haché au tofu, fronça les sourcils, incertaine. C'est délicieux. Ne soyez pas impoli envers le professeur Hamburg, monsieur. Tama et Pochi défendirent le hamburger. Au moins, ils léchaient la sauce sur leur fourchette avant de les agiter, c'était sans doute l'enseignement de Lulu ou de Lisa. Aujourd'hui, j'avais servi à Mia un hamburger au tofu normal, sans aucune modification. Je mangeais la même chose, mais le goût me convenait parfaitement. Tu n'aimes pas? Essaie le steak de hamburger au tofu dans cette assiette, alors. J'en sortis un morceau de l'ustensile magique chauffant et le posai devant Mia. Miam. Ravi de cette bouchée, Mia se mit à grignoter joyeusement ce plat. Tama et Pochi se partagèrent le reste du tofu qu'elle avait abandonné, mais ils enfournèrent les légumes autres que les pommes de terre dans l'assiette de Mia. Je suppose que je ferais mieux de lui annoncer la nouvelle. Mia, j'ai quelque chose à te dire. Je m'approchai calmement de Mia, mais pour une raison inconnue, elle ferma les yeux et pinça les lèvres. Arisa avait une mauvaise influence sur elle. C'est à propos des steaks hachés, continuai-je d'un ton caustique. Son expression devint immédiatement mécontente. Celui que tu viens de manger contenait de la viande. J'avais augmenté la proportion de viande dans ces steaks hachés au tofu depuis notre arrivée dans la cabane. Celui qu'elle venait de dévorer avec plaisir contenait environ 70% de viande. Coupable, Mia me lança un regard de trahison dramatique. Je sais, je suis désolée, mais le premier steak haché que je t'ai servi tout à l'heure n'était pas de viande. C'était un steak haché au tofu normal. Mia semblait partagée, alors je la poussai une dernière fois. Mia, quel genre de steak haché tu préfères? Celui-ci. Mia désigna le steak haché au tofu avec de la viande. Miam. Surmontant son dégoût, Mia afficha un sourire satisfait en mangeant le steak mixte viande-tofu. Elle ne semblait toujours pas capable de manger un steak haché normal avec seulement de la viande, mais j'aimerais croire qu'elle avait au moins un peu surmonté son aversion pour la viande. Vous pouvez goûter à ce vrai steak haché, monsieur. Pochi lui offrit une bouchée de sauce, mais Mia secoua vivement la tête et la repoussa. Il ne fallait pas se précipiter. Une fois le repas terminé, Néa m'a informé de l'avancement de notre opération curry. Mademoiselle Noah était celle qui tenait absolument à reproduire le curry, mais elle était très timide, alors Néa s'en occupait. Alors les Spriggans et les lutins sont prêts à chercher les épices pour nous? Oui, ils semblaient très enthousiastes. Ils ont dit que c'était une course pour savoir qui trouverait les ingrédients légendaires en premier. Les Spriggans avaient la peau légèrement gris-brun, tandis que les lutins avaient la peau cuivrée. Tous deux étaient petits avec des oreilles légèrement pointues, comme c'était le cas chez toutes les races de fées. Malheureusement, les races classiques comme les demi-elfes et les elfes noirs étaient malheureusement inexistantes. Dire que je ne rencontrerai jamais une elfe noire à la peau brune et plantureuse. Ce monde parallèle n'était pas assez fantastique, à mon avis. Au fait, l'arbre-monde gouverne les ténèbres, et tous les elfes ont la peau foncée s'ils restent suffisamment longtemps au soleil. D'ailleurs, il est impossible, même pour les races féeriques, de se croiser. Hormis quelques exceptions comme les humains et les hommes-bêtes, seules certaines espèces similaires d'hommes-bêtes, comme les hommes-chats et les hommes-tigres ou les hommes-chiens et les hommes-loups, peuvent se reproduire. Waouh, donc les humains et les hommes-bêtes pouvaient se croiser? Je suppose que je le savais, puisque Tama et Pochi étaient nés d'humains possédant des traits ancestraux. Même pas les elfes et les hauts elfes? Bien sûr que non, nos racines sont fondamentalement différentes. Des racines? Je supposais que les hauts elfes ressemblaient davantage aux humains qu'aux elfes ordinaires.
Les hauts elfes sont des demi-dieux. Ils viennent du royaume divin, comme l'arbre-monde ou les dieux eux-mêmes. C'est Lua, la Miko, qui a divulgué cette information cruciale avec désinvolture. Alors Aeolise est une demi-déesse? Difficile de la considérer comme divine quand elle se gave de steak haché et de riz à l'omelette farcie au poulet. Elle ressemblait plutôt à une grande sœur malchanceuse. Non pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à être une grande sœur malchanceuse. Le royaume divin est-il le lieu où vivent des dieux et des déesses comme Dame Parion? Non, c'est Dame Ahaz, s'il vous plaît, ne parlez pas pendant que vous mangez. MPH, Madame Ahaz? Aeolise essaya d'avaler trop vite sous les réprimandes de Lua et finit par s'étouffer. Je me précipitai à ses côtés avec Warp, lui offrant un verre pris sur la table. Tiens, bois de l'eau. Doucement, maintenant. Elle semblait plutôt habituée à ce qu'on prenne soin d'elle. Merci, Satou, n'en parle pas. Après avoir bu son eau et pris une grande inspiration, Aeolise me remercia d'un léger sourire. J'étais tellement pressée que j'avais utilisé distorsion, mais personne ne semblait l'avoir remarqué. Alors, quel genre d'endroit est le royaume divin? C'est le monde du Dieu créateur qui nous a créés, les hauts elfes et les arbres-mondes. Mais nous avons été envoyés avec les arbres-mondes quand nous étions jeunes, donc la plupart d'entre nous n'en ont que peu, voire aucun souvenir. Je suppose que les mythes que j'ai lus dans ces livres d'images il y a quelque temps étaient vrais. Les 8 divinités, dont Parion, sont venues au monde à bord des 8 arbres-mondes. Ce monde lui-même existait indépendamment du Dieu créateur des arbres-mondes, et les dieux sont venus ici pour explorer les lieux plutôt que d'y être assignés. Hormis les dragons, les premiers habitants de ce monde, tous les êtres vivants ici sont nés de graines rassemblées dans les arbres-mondes. Ils n'ont pas été créés par les dieux des livres d'images comme Parion. Alors, les arbres-mondes étaient-ils comme les vaisseaux d'ensemencement interdimensionnels des dieux? Cela me semblait plus de la science-fiction que de la fantaisie. Satou, visiblement indifférente aux explications d'Aeolise et des autres sur la mythologie de ce monde, Mia se laissa tomber sur mes genoux, ennuyée. Mia, tu as de la nourriture sur le visage. Propre. Je soupirais et essuyais le visage de Mia avec un mouchoir. Quelque chose avait déjà attiré mon attention, mais j'avais oublié ce que c'était en m'occupant de Mia. Laissant mon regard errer dans l'espoir qu'il me revienne, je remarquai que Miss Aeolise avait du riz sur la joue. Pardonnez-moi, Dame Aeolise. Je tendis la main et retirai le grain de riz de son visage, puis le fourrai dans ma bouche comme je le ferais en m'occupant d'un des plus jeunes. Ah! S'écrièrent Arisa et Mia furieuses. Le mot traître était presque écrit sur leur visage. Pour une raison inconnue, même Lulu s'exclama avec elle, me regardant avec des yeux tristes. Dame Ahaz? La voix de Néa ramena mon regard vers Aeolise, devenue rouge vif et sur le point de s'évanouir. Cela me rappela mademoiselle Karina, en route pour la capitale royale. Quelque chose d'étrange, cependant. Aeolise ne semblait pas avoir peur des hommes comme Karina, et elle aurait dû être habituée à ce qu'on prenne soin d'elle. Pour une raison inconnue, Arisa et Mia avaient clairement décidé qu'Aeolise était désormais leur ennemie. Moi aussi, maître. Tiens, elles se penchèrent toutes les deux vers moi, après s'être délibérément collé du riz au poulet sur le visage. Ne jouez pas avec votre nourriture, les filles. Je ne voulais pas qu'elles aient une mauvaise influence sur Pochi et Tama, alors je m'approchai pour leur essuyer le visage avec un mouchoir, mais leurs yeux étaient si désespérés que je cédai et pris le riz à la main. Comme je le craignais, Tama et Pochi commencèrent à les imiter, mais Lisa les gronda de ma part. Le repas semblait s'être calmé, alors je décidai d'apporter le dessert. Quand je revins de la cuisine avec le dessert, Aeolise et Lua étaient partis. D'après Arisa, elles avaient été rappelées pour une affaire urgente. Leur marqueur se déplaçait haut dans l'arbre-monde, alors peut-être se passait-il quelque chose en orbite ou même dans le vide spatial. J'aurais aimé les aider, mais je ne savais pas s'il était convenable pour une étrangère comme moi de se mêler de leurs affaires. J'avais terriblement peur de m'immiscer et de me faire refouler par Aeolise. Autant pour ma curiosité habituelle. Quelle étrange fibre. Ce n'est pas du caoutchouc, mais ce n'est pas synthétique non plus. Arisa s'intéressait vivement aux textiles rares disposés sur une étagère de l'atelier de couture. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'incident du bain. Aujourd'hui, mon maître Ichiro Toya, toujours aussi populaire, nous avait présenté, Arisa et moi, à un propriétaire d'atelier de couture. On m'avait dit qu'ils avaient du tissu magique, alors j'attendais ce voyage avec impatience. L'atelier se trouvait dans une zone spécialement conçue pour ce genre d'endroit, sous un dôme, à côté de la cité souterraine secrète où tout le monde vivait. Les autres enfants cueillaient des plantes sauvages dans la forêt près de la cabane dans les arbres, guidés par Mia. C'est le tissu rétrécissant d'une arachnée à rideau, il rétrécit avec de la magie. Nous avons aussi du caoutchouc ordinaire, alors si vous en avez besoin, nous pourrons en obtenir à l'entrepôt plus tard. Vous avez du caoutchouc? Oh oui, ça pousse au sud de la forêt. Par contre, ça sent mauvais quand on le transforme,
Alors je vous conseille personnellement la fibre d'un fruit rebondissant des arbres de montagne ou le fil d'araignée à huile, si vous l'utilisez pour du tissu.